Les grosses têtes aujourd'hui, une équipe à nul autre pareille, composée de Jacques Maillot, Présent. de Bernard Mabille, Présent. de Jean-Jacques Perroni, Présent. de Chantal Latsou Présent. et de Philippe Chevalier. Présent. Et puis, un invité d'honneur que nous connaissons bien. Il est médecin, anesthésiste, réanimateur, et plus il avance dans la vie, et plus il est persuadé qu'on existe encore après la mort, c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Asseyez-vous, docteur, et perdez cet air hilar, car nous allons parler gravement de sujets qui ne supportent pas la rigolade. D'accord, bien. Il ne faut pas remonter son siège, parce que là... Vous avez le siège qui s'abaisse. Ah oui, c'est le siège de Philippe, non? Oui. Non. Oh, dites donc, vous n'allez pas revenir. Oh, là, c'est fini, docteur. Là, c'est mieux, hein, docteur? Ça va, c'est mieux. Alors, Vous avez les le docteur Jean-Jacques Charbonnier, je vous mets au courant parce que les blagues déplacées ne sont pas de saison aujourd'hui, Oui, non. publie, et c'est pas la première fois, c'est un récidiviste, les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Oui. Croire à l'au-delà, est-ce que c'est croire en Dieu? Ça peut être ça. Oui, mais Ça c'est peut pas être- forcément ça C'est non pas plus. forcément ça non plus. Non. Il y a des gens qui croient à l'au-delà et qui ne Bon. croient pas en Dieu. Or, bon, c'est pas là une hypothèse d'illuminé, c'est une réflexion de médecin qui, dans l'exercice de son métier, a approché beaucoup de gens qui étaient en état de mort imminente et puis d'autres en état de mort dépassée. Hein. Oui, alors moi je dis plus état de mort imminente, je dis expérience de mort provisoire. Parce Oui. que c'est plus la mort Sauf que imminente. l'expérience, c'est quelqu'un qu'on fait spontanément et que généralement, les gens à qui ça arrive, ils sont pas volontaires pour ça. Hein. Bah, ils font pas exprès, non. Ils font pas exprès. Voilà. Essayons de pas rigoler, s'il vous plaît, docteur. On va passer un bon moment, vous allez voir. Je vais vous demander de répondre succinctement à des questions qui ne seront pas très longues. Et ça s'intitule 30 secondes chrono. Peut-on dire que depuis la parution de vos derniers livres, vous croyez encore davantage dans l'au-delà? Oui, je m'en suis persuadé, j'espère avoir persuadé beaucoup de lecteurs. Qu'est-ce qui a fait progresser en 25 ans de 4%, ce qui n'est pas énorme, le nombre de gens qui croient à une vie après la mort? Eh ben, C'est vos livres. J'ai pas cette prétention. C'est Jean-Pierre Chevènement. Et j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu ça et ces personnes peuvent enfin communiquer au grand public ce qu'elles ont vécu. Donc voilà. C'est ça qui a fait Malheureusement, il n'y a progresser. que des témoignages de gens qui ne sont pas morts. Ils sont revenus. Oui, mais bon, attendez, on aurait aimé avoir des témoignages de gens qui ne sont pas revenus. Ah Pour oui, savoir ça c'est comment plus ça se difficile. passe. Ah, pourquoi c'est plus difficile? Parce que vous croyez qu'au bout du couloir, au bout de la lumière blanche, il y a un fax qu'on va vous envoyer en disant « Ça va Robert, je suis bien arrivé ». Non, mais ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est de savoir que dans les 15 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner. Donc ces personnes sont réellement en état de mort clinique. Et elles sont revenues. J'ai connu Parce des qu'on est allé les chanteuses, ça chercher. s'arrêtait bien avant. Oh oui. Alors, c'est votre métier d'anesthésiste et de réanimateur qui a forgé votre conviction d'une vie après la mort. Ce sont tous ces témoignages que j'ai vécus et que j'ai écoutés, que j'ai pu écouter d'une oreille attentive, chose que ne font pas, malheureusement, enfin je ne veux pas être antidéontologique, mais... Vous avez eu un parfois ensemble de confrères. l'impression qu'une âme s'échappait? Oui, j'ai même eu la perception, et c'est ça qui m'a transformé, c'est ça qui a transformé ma vie. J'ai eu la perception physique de quelque chose qui sortait du corps au moment où je n'arrivais pas à réanimer ce blessé, ce jeune blessé. Et c'est ça qui m'a transformé. Donc c'est une expérience qui n'est pas scientifique, mais c'est une expérience qui m'a transcendé. Et qui est vécue par vous. Et qui est vécue par moi, oui. Oui. Alors, on dit que l'âme pèse 27 grammes. 27 grammes qui s'échappent d'un corps de plusieurs kilos, ça ne doit pas se sentir beaucoup quand même. Non, puis c'est une expérience qui a été contestée parce que, bon, c'est pas matériel l'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et moi j'ai ressenti quelque chose. Alors c'était comme Sous quelle forme? j'ai rien vu. Ah bon? J'ai pas vu. J'ai pas vu une fumée, j'ai pas vu parce que ça existe aussi dans des perceptions mortuaires. Il y a des soignants qui voient quelque chose. La fumée. Mais moi, j'ai ressenti quelque chose qui était vivant, qui était joyeux.
Et ça m'a fait penser à ces expériences qui étaient racontées par Raymond Moody dans les années 70, où les gens disaient être sortis de leur corps, comme je l'avais ressenti moi, mais moi en tant que témoin. En quoi les témoignages des patients qui sont revenus à la vie après une expérience de mort imminente lèvent-ils un coin du voile? Parce que, bon, ils donnent des détails, mais qui sont toujours les mêmes. Il donne des détails, si vous voulez, l'expérience transcendante, le tunnel, la lumière, etc. Ça, c'est bon, on pourrait dire c'est du domaine de l'hallucination. Mais lorsqu'ils disent qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu des choses bien précises qui se sont déroulées au moment de leur réanimation, là, on ne peut pas dire que c'est du domaine de l'hallucination. Ces personnes ont réellement vu ce qui se passait et elles le racontent et elles ne se trompent pas. C'est ça qui interpelle. Qui sont au plafond de la salle d'opération et qui vous racontent se regardent. ce que vous leur avez fait, c'est ça. Qui voient ce qui se passe. Quelle différence entre mort provisoire et mort imminente? La mort provisoire, donc, c'est un état clinique dans lequel le cerveau ne fonctionne plus. Et la mort imminente, c'est ce qu'on croyait être des morts provisoires, en fait. Parce que maintenant, on ne peut plus dire les expériences de mort imminente ou les near-death expériences et les expériences proches de la mort. Il faut dire les expériences de mort provisoire, parce que ces gens qui ont vécu des arrêts cardiaques ont bien été morts, et elles sont revenues parce qu'on est allé les chercher. Sinon, elles ne seraient jamais revenues. Le cerveau ne marche plus. Le cerveau ne marche plus dans les 15 secondes. Donc il y a une période incompressible. Donc elles sont revenues très vite, elles n'ont pas eu le temps de se balader beaucoup, hein? Ah si, quelquefois, ça a duré. Parce que faut, en réanimation, il faut avoir 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes, en dehors des conditions de narcose ou d'hypothermie, pour dire que là, la mort est définitive. Mais est-ce qu'on n'est pas appelé à changer périodiquement les critères de la mort? Oui, voilà, vous avez raison. La définition de la mort est complètement aléatoire et étroitement dépendante de nos capacités de réanimation. Au XVIe siècle, c'était la personne qui ne bougeait plus quand on la stimulait. Ensuite, ça a été l'arrêt respiratoire. Et maintenant, ce n'est plus l'arrêt cardiaque. C'était les doigts de pied. On mordait les doigts de pied, d'où le nom de croque-mort. Non, c'est vrai. Pour vérifier. C'est là où ça vient. Il y a dû vient. avoir pas mal de gens qui sont restés vivants dans des cercueils, alors, depuis... oui, ça a existé, ça a été décrit. Il y a les fameux traces d'ongles à l'intérieur des cercueils qui donnent froid dans le dos. Hein. Ça, c'est moins rigolo. Mais maintenant, quand on a son portable, on peut appeler à l'aide. Hein. Aujourd'hui, bon, c'est pas des cas totalement isolés. À combien d'êtres humains estimez-vous le nombre de ceux qui ont vécu ces expériences transcendantales? Alors, on pourrait l'estimer, d'après les dernières études statistiques, à 60 millions. C'est énorme. C'est 4% de la population. Alors, ça ne fait pas 4% de la population terrestre, ça ferait beaucoup plus que ça, mais 4% de la population occidentale qui peut être réanimée. Donc, ça fait 2,5 millions de Français, par exemple, ou 12 millions d'Américains. C'est quand même énorme. Ouais. Alors, vos témoins, vos clients, appelez-les comme vous voulez, enfin, ceux sur lesquels vous avez mené vos observations, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils avaient l'impression d'arriver en enfer ou au paradis? Mais ça dépend. Alors, il n'est pas très glorieux de raconter qu'on a traversé l'enfer, donc les témoignages ne sont pas très nombreux, mais il semblerait qu'il y ait aussi des gens pour lesquels l'expérience a été fort désagréable. Et ça serait donc 18% des arrêts cardiaques, 20% d'après mon étude et 18% d'après celle de Pien van Lommel, qui est un cardiologue qui fait la même chose que moi aux Pays-Bas, qui étudie ça. Donc, quels sont les facteurs prédictifs pour dire que on peut faire une expérience négative ou positive? Il n'y en a pas. On a pressenti au départ qu'il y en aurait davantage chez les toxicomanes ou chez les suicidés, puis non, on a vu que non. On traversait l'enfer ou on connaissait le paradis en fonction de critères qu'on ne connaît pas. Alors, vous connaissez le professeur Jean-Didier Vincent, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. Alors, c'est le grand spécialiste européen du cerveau. Il occupait votre place il y a une huitaine de jours et naturellement, je lui ai posé la question sur cette lumière qu'on peut apercevoir dans les circonstances que vous avez décrites. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Que ça provenait... Non, il ne nie pas le phénomène, il l'explique par des réactions chimiques du cerveau à ce moment-là. Oui. Alors ça, il a raison. On peut avoir des explications de la lumière, on peut avoir des explications de l'expérience transcendante, un manque d'oxygène au cerveau, etc. Mais là où on ne peut pas dire que c'est du domaine de l'hallucination, c'est lorsque les personnes sont capables de décrire ce qui se passe autour d'elles, et même à distance de leur corps. C'est comme quand vous ouvrez la porte du frigo. Quand vous ouvrez la porte du frigo, vous voyez de la lumière dans le fond. Mais à vous refermer, il n'y a plus de lumière.
Mais c'est pareil. C'est pareil, C'est la même je dis chose. pas de conneries, docteur. Non, c'est pas le genre. S'il y a du whisky, c'est l'antichambre du paradis. Non, mais vous mettez du whisky au frigo, vous. Oui, mais tu mets bien de la glace dedans. Ah, je mets de la glace dans le frigo. Oui. Alors, Donc, comment c'est se pour ça qu'il y a la passe lumière, On mettra un peu dans la boîte. comment se passe le retour à une vie normale après ce genre d'expérience? Difficile d'avoir une vie normale lorsqu'on a traversé cette expérience qui bouleverse toute une vie, quand on a connu cet amour qui est tellement puissant dans la lumière, qui va balayer d'un revers de main tout l'amour qu'on a rencontré sur Terre. Sa famille, ses conjoints, tout ça c'est peanuts par rapport à cet amour inconditionnel qui est rencontré dans la lumière. Et là, les gens vont revenir en voulant distribuer un petit peu de cet amour. Mais attendez, Donc, c'est l'amour qui est manifesté par qui? C'est l'amour de la lumière. Il y a un comité d'accueil, comment ça se passe? Alors, quelquefois, il peut y avoir ce comité d'accueil, il peut y avoir donc des êtres chers qui sont déjà décédés. Avec des banderoles, bienvenue Robert. Qui viennent vous accueillir. Bienvenue Ambroise. Mais qu'est-ce que t'as fait de tes ongles de pied? Comment ils savent qu'on va arriver pour faire des... Ils sont prévenus. Il n'y a pas forcément des banderoles, mais c'est un comité d'accueil. Vous pouvez avoir votre tante, votre grand-mère, mais qui vient vous dire, par contre, qu'il faut revenir, parce que tous ceux qui sont revenus témoignent. Donc, je te vois bien arriver, Jean-Jacques. Tiens, souffle. Alors, vous décrivez, d'après des témoignages, le cas de braves gens qui en sont revenus, qui, pendant qu'on les croyait absents, étaient parfaitement lucides et qui voyaient ce qui se passait pendant leur opération, ou même dans des blocs opératoires voisins. Oui, même à distance de leur corps. Et sans se tromper. J'ai des témoignages de gens qui ont pu décrire une opération qui se déroulait dans un autre bloc, par exemple. Ou ce qui se passait dans un appartement qui était à des kilomètres de là. Il semblerait qu'il suffise de penser à un endroit pour s'y trouver. Alors, complètement inexplicable et inexpliqué avec la pensée rationaliste matérialiste, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on n'explique pas que ça n'existe pas. Donc quand t'es mort, tu te rends compte, tu penses à ta femme, l'appartement et tout. Hop, t'es un ectoplasme, tu rentres dans l'appartement, elle est en train de se faire jambonner. Elle a pas perdu de temps, mais mère. Elle le fait peut-être pas tout de suite. Il y en a. Il y a quand même un délai de viduité. Il y a des gourmands, là. Oui, parce qu'il faut que le charcutier soit libre. Surtout si elle veut se faire jambonner. Excusez-les, docteur. Non, c'est délicat, jambonner, c'est poétique. Tu connaissais pas l'expression se faire jambonner? Non, moi je la connaissais pas. C'est drôlement joli. Et vous savez, je les connais parce que je vous écoute. Je suis un fidèle participant, mais je suis aussi un fidèle auditeur. Et on vous écoute dans les blocs opératoires à Toulouse. Et sauf en chirurgie vasculaire. Ça, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut pas qu'il tremble en rigolant. Voilà. On a un chirurgien vasculaire qui rit un petit peu comme Philippe Bouvard. Donc vous imaginez un petit peu. Vous voyez comment avec un scalpel à la main. Je vous la refais votre aorte. Mais si vous opérez aussi sur le boyau de la rigolade. Bien. Alors, comment les aveugles de naissance peuvent-ils donner les mêmes détails que les voyants normaux? On ne sait pas parce que c'est pas en tout cas avec leurs yeux et ça corrobore tout à fait le fait qu'ils ont une perception extra-oculaire. Oui, et cette perception, on s'aperçoit bien qu'elle est ce que disent être les voyants des images ou des films. Donc ça n'a rien à voir avec une perception avec l'œil. C'est autre chose de beaucoup plus performant qui serait capable de passer même à travers la matière. Certains disent, j'ai vu à travers la matière. C'est comme les impôts, la perception c'est rarement à l'œil. Alors, et c'est rarement le paradis. Donc vous croyez à la voyance alors? Je pense que les gens qui ont vécu cette expérience ont eu ce qu'on appelle donc des facultés précognitives. Donc ils ont eu accès à des dimensions où ils étaient capables de deviner ce qui allait leur arriver après. Oui, c'est comme de la télépathie. C'est un petit peu la même chose. Écoutez le témoignage que nous avait consenti ici même sur ce sujet, Nicoletta. Je me suis vu fixé au plafond et en dehors de mon corps. Quand on m'a ramené de la réanimation et qu'on m'a mis en chambre à l'hôpital, Bichat, j'ai vraiment vu les 3 infirmiers et infirmières me manipuler, me mettre dans un lit, me sonder, me mettre des tuyaux partout, et mon regard est au plafond. J'étais au-dessus de toute cette scène. C'est le premier souvenir qu'on a de ce voyage de mort
rapproché. C'est-à-dire après ça, on rentre dans un tunnel qui est extrêmement incandescent, de couleur bleutée, très spécifique, intense et un peu fluo, vous voyez. Et moi, revenant, je pense, à ce moment-là, au bout du tunnel, à mes esprits personnels, c'est-à-dire à ma conscience, je me suis dit, je vais faire quelque chose de ma vie. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais à nous de la vie. Je vais faire un soleil de ma vie. Je vais la réussir. C'était comme une deuxième naissance avec une expérience extraordinaire dans le vrai sens du terme, avec laquelle je ne pouvais même pas en parler avec beaucoup de gens. J'ai mis des années à parler de ça, parce que c'est tellement exceptionnel que les gens nous prennent pour des doudingues quand on en parle. Mais il y a une expérience qui est un plus que d'autres individus n'ont pas. Allez, un beau témoignage, hein, docteur. Ah oui. Ça rejoint ce que vous disiez. C'est tout à fait typique, oui. On voit que c'est... Est-ce que le tunnel, ça serait pas un scanner avec un éclairage cialytique, non? Ah, l'interprétation pourrait être celle-là, mais non, parce que c'est une expérience qui est tellement intime qu'on voit bien que c'est pas du domaine hallucinatoire, c'est pas du domaine du reconstruit. Alors après, il reste plus qu'à les écouter, et puis on voit bien que il y a toujours cette même séquence événementielle, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, et comment pourraient-ils tous raconter la même chose? C'est bien qu'ils sont tous allés au même endroit. Bien sûr, il va y avoir des discours différents. C'est un petit peu comme si vous preniez un Parisien, un Russe, un Anglais, vous l'amenez à Venise, et ils vont avoir 3 discours différents, mais on verra bien au bout du bout qu'ils sont tous allés visiter la même ville. C'est un petit peu ça. C'est pas dû aux effets médicamenteux, la morphine, des trucs comme ça, non? Mais les morphiniques peuvent donner donc des sensations euphorisantes, mais il n'y a aucun shoot de morphine qui est capable de vous changer toute une vie comme ça. Parce que ces gens changent leur vie du tout au tout après avoir vécu ça. Ils sont transformés, ils vont vouloir aider les autres, ils ont orienté vers des valeurs caritatives, humanitaires, ils vont développer des dons artistiques quelquefois. Ils vont se présenter aux élections comme Jean-Pierre Chevènement en sortant du coma. Oui, mais il s'est retiré, lui, je crois. Il y est retourné. Alors, Chantal, vous y croyez? Oui, j'y crois, en fait. Oui, je pense... Vous dites ça par politesse, non? Non, mais j'y suis sensible et je pense qu'il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Hein? On ne sait pas quoi. Mais oui, il y a quelque chose. Merci pour le renseignement. Mais... non, parce que j'y suis pas allé. Alors, la personne qui revient à elle change tout, vire sa femme ou son mari, les gosses. Ah oui, ça peut arriver, surtout si l'ancienne vie était axée sur le matériel. Les donnes changent complètement. Donc les motivations de vie sont complètement différentes. Par exemple, j'ai le cas d'un chef d'entreprise qui était très riche et très malheureux, qui est devenu artiste peintre très pauvre, mais très heureux. Donc ça fait un petit peu New Age, c'est vrai, de parler comme ça. C'est peut-être parce que la clinique était trop chère, non? Mais vous allez rire si vous le permettez. Oui. Je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée chez moi il n'y a pas longtemps. Encore un épisode de sa vie de merde. Oui, alors mais qui ressemble un petit peu à cette aventure. J'étais dans mon fauteuil et je regardais la télévision, une espèce de feuilleton, pas forcément passionnant, puisque je me suis assoupi. C'était à Jeun ou... Oui, c'était à Paris. Et, et je me suis donc endormi, et dans mon sommeil, j'ai rêvé, j'ai vu ce qui allait se passer 5 secondes après, quand je me suis réveillé à la télévision. J'ai eu une cognition de ce qui allait se dérouler à T'avais déjà vu l'épisode? Non, je ne crois pas. Peut-être que la fin était téléphonée. Je ne sais pas, mais ça m'a... C'est intéressant aussi, ça. C'est intéressant, hein. Non, mais c'est vrai, c'est un témoignage apporté. Oui, comme incursion dans l'au-delà, on fait mieux. C'est vraiment... Moi aussi, j'ai eu des visions. Par exemple, mon verre est vide et je suis sûr, dans les 5 secondes, il sera plein. Tu vois. Tu regardes le journal télévisé, si tu commences par voir la météo, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire que si tu t'endors au début du journal en voyant Claire Chazal, tu sais qu'à la fin, tu la reverras aussi. Oui, voilà. Évidemment. Si c'est un débat politicien, vous pouvez avoir l'impression de l'avoir vu aussi. Oui. Parce que c'est le déjà vu. C'est déjà vu. C'est déjà vu. C'est une histoire de bâtonnet, par exemple. Et alors, par exemple, quand on va dans certains lieux où on n'est jamais censé être allé et qu'on se dit, mais je connais cette vie. Ça, c'est le déjà vu. Oui, mais c'est parce qu'on a vu le documentaire à la télé. Vous êtes pragmatique. Alors, il y a des pays où on a des rapports avec les défunts qui sont très différents, très évolués par rapport aux nôtres. Écoutez ce témoignage de Jean-Yann. En Louisiane, on avait le droit de faire embaumer les gens et de les garder chez soi.
Et il y a la veuve d'un saxophoniste qui jouait à l'époque de la musique Nouvelle-Orléans avec les plus grands, qui a joué avec Armstrong, qui a joué avec tous ces gens-là, qui est mort à 28 ou 30 ans, et sa femme l'a fait embaumer. Il habite chez elle et elle le trimballe toujours avec elle. C'est-à-dire qu'elle se balade dans l'avion avec lui et elle l'habille comme le mannequin Peace pour Noël, pour machin. Alors c'est une célébrité parce que quand on va à Nouvelle-Orléans, on va le voir, on va lui rendre visite. Et comme c'était un très bon saxophoniste, on vend ses disques dans sa maison et tout. Un jour, il y a dans Real People, qui est une émission où on montre des gens un peu singuliers, elle est venue de Louisiane jusqu'à Los Angeles avec son mari, qui avait un smoking pour la circonstance, puisque c'était... Et ce qui est très marrant, c'est qu'elle a 75 ans ou 80 piges, elle. Et lui, toujours il a 28. toujours 28. Hein. Et alors, elle a dit, on lui a dit, bon, vous regrettez pas d'avoir toujours votre mari embaumé avec vous. Et elle a eu une phrase formidable, elle a dit, non, mais je regrette de ne pas l'avoir fait embaumer assis, parce que pour l'avion, c'est plus pratique. Ah oui, on s'en représente le spectacle, quand même. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Mais il n'y a pas de tabou de la mort là-bas dans ces pays. C'est pas comme ici. On va faire, si vous voulez, une petite partie de tennis. Bon, elle sera un peu plus grave, les balles seront un peu moins rapides que d'habitude, mais l'arbitre continuera à être le champion de la spécialité, puisque c'est Bernard Mabille qui va régler nos échanges. Et essaye qu'il n'y ait pas de temps mort. Il monte plus près de toi, mon Dieu. Voilà. Il va voir l'au-delà, là. Docteur, Ça branle, dis donc. est-ce en référence à vos croyances qu'on parle souvent de la foi du charbonnier? Ah, ben c'est possible, mais moi, c'est plus du domaine de la foi, c'est du domaine de la connaissance. Du domaine de la connaissance scientifique, étayé par des résultats qui sont donc des résultats bien rationnels, ceux-là. Donc, la foi du charbonnier, entre guillemets, quoi, hein, plutôt. Le jeu de mots un peu facile sur le nom du docteur. 1 point pour le docteur Charbonnier, 0 merci. pour vous, Philippe. Vous êtes un boulet, là. Ouïe, ouïe, ouïe. Comment la conscience se trouverait-elle à l'extérieur du corps lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner? Mais c'est toute la question. C'est la meilleure question, là, il mérite 10 points. Parce que vraiment... J'attends votre réponse. Mais c'est pas vous qui notez. Hein. 10 points pour Philippe. Et non, parce que j'ai pas la réponse, justement. Ah oui. J'ai pas la réponse. Vous considérez comme bonne question celle dont vous n'avez oui. pas la réponse. Quand je me trouve coincé, je ne peux pas aller au filet ni rien. Vous allez avoir beaucoup de bonnes questions. C'est un ace. 10 points à 1. Il faut quand même que cette conscience, elle s'extériorise, elle quitte le corps à un moment où le corps n'existe plus, ne fonctionne plus. Oui. C'est difficile d'imaginer tout ça, docteur. Ça, c'est sûr, c'est difficile d'imaginer. Mais savoir où elle va, ce qu'elle devient exactement, comment le savoir? Bon, après, donc, on peut écouter ce que nous disent certaines personnes, ce que nous disent les médiums, ce que nous disent des enregistrements faits sur des bandes magnétiques ou sur des écrans vidéo. On peut écouter ça, et regarder on va venir ça. À ces... Mais on ne oui. le sait pas. Est-ce qu'il y aurait donc une délocalisation de la conscience comme il y a des délocalisations d'usines? Ah oui, la délocalisation se fait de façon obligatoire puisqu'on est sûr que lorsque le cerveau s'arrête, la conscience continue et elle est même bien plus performante que lorsque le cerveau marche. On est plus vivant quand on est mort, en fait. Donc, non, mais attendez, qu'est-ce qui vous donne la certitude que la conscience continue Mais parce que ceux qui sont revenus nous le disent. Ils nous disent que lorsque leur cerveau ne fonctionnait plus, c'est-à-dire pendant leur arrêt cardiaque, ils ont été capables de passer à travers les murs, de voir ce qui se passait dans une autre pièce, de décrire une situation qui se trouvait à des kilomètres de là, sans se tromper. Après, on vérifie tout, c'est vrai. Alors, comment expliquer ça? La question que vous posez, Philippe. Hein. Pardon? Vous n'avez pas vraiment répondu à la question, hein, Philippe. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une excellente question. 20 points pour Philippe. 1 point pour le docteur Les gens, on Charbonnier. leur demande, mais qu'est-ce que tu as vu au bout du tunnel? Il dit, j'ai vu la station, à Vaucourt-Martin, j'ai changé. C'est tout. Est-ce qu'il n'est pas préférable pour la suite des événements que l'âme s'échappe avant la crémation? Alors, il y a des croyances, ça c'est du domaine de la croyance, le repos des 3 jours.
Pour moi, c'est pas très important parce que si on considère que nous sommes avant tout un véhicule terrestre habité par une entité et que cette entité-là quitte le corps au moment de la mort, peu importe finalement si on crame le véhicule, si l'enveloppe, si on l'enterre, on fait manger par les vers. Oui, puisque l'âme est déjà partie. L'âme est déjà partie. Oui. Bah, elle a eu raison de se méfier. Hein. Même on peut imaginer qu'on prenne des pièces détachées du véhicule terrestre pour faire des dons d'organes pour qu'une autre vie continue. Où en est-on, monsieur On trempe pour vous, Philippe, hein, pour le Je suis toujours... Oh, t'es pas gentil avec le docteur. Hein, je comprends rien à ce qu'il raconte. Ah bah oui. C'est un petit peu élevé pour toi, hein, Bernard, tout ça. Hein. Un peu, oui. Puis attention, il est à Toulouse. S'il était hospitalisé à Toulouse. Oui. Alors, comment se déroule, selon vous, la vie de ceux qui semblent avoir perdu ? Ils ont une vie qui est évidemment pas comparable à celle qu'ils avaient ici-bas. Ceux qui sont passés de l'autre côté ? Oui. Ah ben, ils sont complètement dans une autre dimension. Et bon, ensuite... Mais ils sont occupés parce que moi j'ai souvent eu l'impression que quand on pensait à des défunts, on les dérangeait. Ah ben non, pas du tout. On peut les appeler. Et ils peuvent nous répondre. On a des messages. Et donc les médiums nous le disent. Vous avez déjà appelé des défunts ? Oui, on a fait des expériences. Alors, qui avez-vous appelé ? Parce que généralement, quand il y a des expériences de spiritisme, c'est pas Monsieur Chombier qu'on déroge, hein. C'est Napoléon ou Victor Hugo. Hein. Non, là, ça s'est pas du tout passé comme ça. En l'occurrence, c'était une expérience de ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Donc ça, c'est encore autre chose. On laisse dérouler une bande sonore. Et on appelle les êtres chers qui sont passés. On les appelle comment ? Avec des tables non. On les appelle. Ah oui, ça répond. Ambroise, es-tu là ? On les appelle par le recueillement et la prière et la concentration. Sur une cassette, sur une cassette qui se déroule. Ça, oui. Et donc là, moi j'ai eu un contact. Vous avez des réponses. Avec mon père qui est parti de l'autre côté. J'ai eu un contact avec le frère du père Brune qui faisait cette expérience avec moi, et c'est très émouvant parce que on a des voix qui correspondent aux questions, on a des réponses qui correspondent. Qu'est-ce que vous avez demandé à votre père ? Voilà, pour mon père, ça a été très court. Il m'a dit qu'il était bien. Je suis bien. Ne t'en fais pas. Pour le père Brune avec son frère, ça a été beaucoup plus long, avec des phrases beaucoup plus longues. C'est incroyable ce qui se passe au moment de ces enregistrements parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est ? On est victime d'une hallucination collective. Mais la voix était perceptible, reconnaissable ? La voix est... Moi je ne connaissais pas de son vivant. On ne reconnaît pas la voix. Non. Mais les bandes ont été testées dans des laboratoires électroacoustiques, à Bologne en particulier, ils font ça, et ils se sont aperçus qu'il y avait une correspondance à 90% des voix enregistrées du vivant par rapport à celles du disparu. Donc c'est quand même... assez surprenant qu'on ait cette corrélation. Il vous a entre les pas deux dit ce qu'il faisait toute la journée ? Oh, il bricole. Non. Je rigole bien avec Saint-Pierre. Il y a des messages qui sont... En général, ce sont des messages d'amour qui sont donnés, qui rassurent les vivants, pour dire que ça continue de l'autre côté. Ah oui, voilà. ça c'est très rassurant. Oh, 2 points, ça. 2 points, c'est tout ? Ah, ça mérite plus. Ah, plus alors. Ah oui. 30 points pour le docteur. Nous en sommes à 30 à 30. Alors, Passionnant. parfois, à vous lire, certains défunts communiquent avec les vivants à travers des appareils modernes. Oui. Ce sont des appareils d'enregistrement, mais ça peut arriver aussi sur des postes de télévision. De façon surprenante, il y a des postes de télévision qui sont restés donc en position allumée, mais avec de la neige. Et on voit apparaître des visages, notamment si vous allez sur Internet, vous verrez le visage de Romy Schneider, qui est très reconnaissable. C'est époustouflant. Alors, attendez, les visages qui s'encadrent dans le poste de télévision. Oui, et qui se substituent à l'émission qu'on était en train de regarder. Ah non, il ne faut pas qu'il y ait d'émission du tout. Il faut qu'il y ait la neige. Il faut qu'il y ait Vous prenez un canal vide. Un canal vide, un support Vous êtes sûr que c'était vibratoire. pas un C'est film là-dessus qu'on a ces apparitions. C'était pas un film de Romy Schneider, non? Non, c'était pas un film. Moi, j'ai eu un contact avec Claude-là, l'autre jour je mets à la télé, tac, je tombe sur Giscard. Je fais putain, mort vivant. Moi, j'ai appelé un copain qui s'était noyé, je lui ai dit t'es où? Il m'a fait allô?
Donc ça marche. Hein. Elle est bien. Mais ça, c'est fait vraiment scientifiquement, rigoureusement. Il n'y a pas de tricherie possible. On essaye d'éliminer toutes ces tricheries, bien sûr. Donc il faut que ça soit protocolisé, il faut que ça soit bien scientifique. C'est-à-dire que c'est des séances et organisées avec des médecins et... Alors des médecins, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Je fais partie vraiment de la minorité. Parce qu'il y a eu des séances de spiritisme avec des petits garçons, des petites filles qui étaient toujours là par rapport au Conseil de l'Ordre aussi, vous savez que le Conseil de l'Ordre est très vigilant. Si vous donnez des informations qui, selon la formule consacrée, sont contraires aux données actuelles de la science, vous pouvez être radié du Conseil de l'Ordre. Donc on peut vous enlever votre métier. Méfiance, c'est pour ça que je fais très attention. 40-40. C'est l'arbitre, hein. On est sur un terrain glissant. Là. C'est très, très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des communications avec les défunts qui empruntent le téléphone? Oui, c'est arrivé. Et ça arrive de façon spontanée. Alors ça, c'est encore plus, je raconte dans ce livre, encore plus époustouflant. L'exemple que je donne, c'est une jeune femme, une jeune veuve, qui est donc avec son mari qui est en bière dans sa maison, chez elle. Son téléphone sonne, elle décroche le téléphone et elle entend « Je suis bien arrivé, ma grenouille ». Et chaque fois qu'il partait... je vois Péroni qui rigole là-bas. C'était Radio Londres, c'est un farceur, c'est Péroni qui a fait la blague. Mais chaque fois qu'il partait, il était souvent en déplacement, il a appelé sa femme, et pour la rassurer, il avait cette phrase « Je suis bien arrivé, ma grenouille ». Et ça, il y a qu'elle qui le savait, quoi. Donc, ça, c'est plus dur à croire. Et pourquoi aller se compromettre dans une histoire qui se regarde? Est-ce que vous pensez, pour expliquer ce phénomène, parce que c'en est un, qu'il avait été enterré avec son portable? Je pense pas, puisqu'il n'était pas encore enterré. Il était donc dans l'appartement, dans le cercueil. Il était dans le cercueil ouvert. Dans les grenouilles, ça vit pas dans la bière. Donc à côté de lui. Et son téléphone a sonné. Et il y a un autre cas aussi qui a été rapporté par un médecin, qui est aussi dans ce livre, où la personne contacte son fils par téléphone pour lui dire de ne pas s'en faire alors qu'elle est décédée depuis plusieurs minutes. Putain, je me sens pas bien, moi, d'un coup. Et vous voyez que c'est pas triste du tout, la mort. Ça peut être quelque chose de... Non, mais il arrive des fois qu'on reçoive des appels qui datent de 3 jours. On ne sait pas pourquoi. Ça n'a pas appelé sur le moment, ça a appelé 3 jours après. Ça arrive de temps en temps. Oui, donc mais pas sur un téléphone fixe. Pas sur un téléphone fixe. Ah non, sur un portable. Voilà. Est-ce que t'as trop de messages? Donc là, c'était un téléphone fixe, en l'occurrence. Dans le deuxième exemple aussi. C'est vrai qu'on Mais c'est sent troublant mal, quand même, ça. Moi, j'y crois quand même à ces choses-là. Vous y croyez, Philippe? Non. Mais je le regrette et je sens qu'il y a quelque chose, mais qu'on n'est pas encore capable de l'expliquer ni de le vérifier vraiment. Parce que nous, on est plus à l'écart de ce phénomène que vous, docteur. Oui. Et nous, on croit que ce qu'on voit et que ce qu'on entend. Voilà. Mais là, il y a quand même des preuves que vous pouvez voir et entendre. C'est ça qui est assez surprenant. Et pourtant, vous êtes un scientifique, donc a priori... Oui, mais vous savez, vous êtes victime d'un phénomène qui s'appelle la dissonance cognitive. Alors, c'est quoi la dissonance cognitive? Lorsqu'un phénomène vous arrive et que vous ne l'expliquez pas, que votre disque dur n'arrive pas à l'assimiler, vous allez avoir à votre insu, et c'est ça qui est terrible, à votre insu, vous allez avoir le rejet de l'information. C'est tellement plus facile de se dire, mais non, tout ça, ce sont des conneries, ça n'existe pas. C'est ce type-là qui vient aux grosses têtes, c'est un farfelu. On appelle ça le scepticisme. Voilà. Où en sommes-nous, monsieur l'arbitre? 41 pour le docteur Charbonnier, 41 pour vous, Philippe. Alors, dites donc, d'où tenez-vous qu'un militaire était mécontent que sa veuve ait placé ses cendres sur la cheminée du salon? Ah oui, alors ça, c'est une expérience médiumnique incroyable, Henri Vigneault. Mais vous savez, moi, je croyais pas du tout aux médiums, en fait. Je pensais il y a beaucoup de charlatans, quand même. Oui, il y a une majorité de charlatans qui exploitent la détresse humaine, et ça, c'est terrible, il faut le dire, il faut le souligner. Mais il y a aussi un certain nombre de gens qui sont capables de recevoir des messages. Je sais pas du tout comment ça se passe. Au départ, je croyais que c'était... tous des gens qui faisaient du music-hall, que c'était des numéros de cirque, etc. Et puis, à force de faire des conférences dans des associations d'aide aux personnes en deuil, j'ai vu que des médiums étaient capables d'avoir des signes très précis de reconnaissance. Et lorsque Henri Vigneault, pour ne pas le nommer, dit que il y a une entité qui se promène dans la salle, parce que ça se passe comme ça en public, et que cette personne est très mécontente parce que elle a été incinérée et que son pot de cendre est placé dans
dans le salon et qu'il ne veut pas du tout de cette situation. C'est quand même la place d'honneur sur la cheminée. Ça correspond tout à fait à ce qu'a vécu une femme qui était là et qui avait effectivement mis le défunt en cendres dans le pot et dans le salon. Enfin, sur 100 pots de cendres, il y en a 90 sur la cheminée. Je vous assure. Il y a très peu de chances de se gourer. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, le médium dit « Madame, derrière vous, je vois un enfant qui montre un ours en peluche bleu. » C'est très précis, ça. Et la femme éclate en sanglots et elle dit « Oui, mon enfant, on l'a enterré avec son ours en peluche bleu. » Alors là, vous êtes bluffé. Ah oui, là, voilà. On est bluffé, monsieur l'arbitre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 48 à 41. Racontez-nous l'histoire de Philippe Ragueneau, cet ancien dirigeant de la télé que moi j'ai personnellement bien connu. Et je ne dois pas être le seul. Ah oui, Catherine Anglade. Bien connu. Oui, Philippe Ragueneau, par-delà la mort... grand résistant. Grand résistant et grand rationnel. Un homme célèbre, et puis pour sa rigueur, il était connu pour ça, pour être très rigoureux. Et pourtant, par-delà la mort, Catherine Langlade communique avec lui. Mais sa femme décédée. Et là, il est interpellé un jour par un livre qui est dans sa boîte aux lettres. Et il le trouve dans sa boîte, ou plutôt au-dessus de sa boîte aux lettres, parce que la boulangère lui dit « Vous avez oublié vos clés qui sont sur la boîte aux lettres. » Et il y avait donc mon livre aussi, avec les clés. Donc, il revient, il est interpellé par ce conseil que lui avait prodigué la boulangère, et la boulangère lui dit « Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je vous ai dit ça m'est sorti de ma bouche, je vous ai donné cette information. » Et donc il a découvert mon livre comme ça, alors qu'il partait en villégiature pour de longs mois, décédé après, très rapidement. J'espère que c'est pas la lecture de mon livre qui l'a fait passer de l'autre côté. Oui, il faut faire gaffe. Mais vous étiez copain de la boulangère, non? Pas du tout. Moi, je connaissais pas l'histoire. Il a eu le temps de me la raconter par écrit. Il m'a fait une lettre où il me raconte ça. Il est lui-même interpellé par les circonstances dans lesquelles il a découvert mon livre. Et il dit, c'est Catherine qui a fait dire à la boulangère qu'il fallait que j'aille chercher votre livre. Et pourtant, nous sommes sains d'esprit tous les deux, conclut-il dans sa lettre. Alors, voilà. Monsieur l'arbitre. C'est fini, là, Philippe? Oui. Si le docteur nous donne ce qu'il fume, je fais gagner avec 70 points à 41. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'arbitre. Non, le docteur Charbonnier a l'air tout à fait sain d'esprit, pas dopé, pas... Je crois. Non, mais ça mérite réflexion. D'ailleurs, regardez, même Perroni, il réfléchit. Ah oui, il moufte pas. Il est scotché, là. Perroni, il moufte pas. Plus des blagues sur sa femme et tout ça. Non, mais il y a un bistrot derrière le mur, là-bas, on ne sait pas. Il y a Ambroise qui a dû l'appeler. Oui, puisque c'est le paradis. Donc si c'est le paradis, bah oui. Est-ce que les personnes qui sont décédées à la suite d'une maladie neurobiologique retrouvent leur esprit dans l'au-delà? Ben oui, parce qu'il semblerait que tout ce qui est du domaine du handicap disparaisse de l'autre côté. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, les médiums, lors des contacts, disent « Oui, quand j'étais à la fin de ma vie, je n'avais plus tout à fait ma tête, mais maintenant c'est fini. » Donc je pense que la maladie d'Alzheimer, c'est ça, c'est quelqu'un qui est comme un comateux, qui est déjà un petit peu parti de l'autre côté. Et de l'autre côté, quand ils sont de l'autre côté, la conscience ils retrouvent leur chemin. Est revenue. La conscience intégrale est revenue. Mais quand ils sont de l'autre côté, est-ce qu'ils n'ont pas oublié qu'ils étaient morts, non? Oui. Il paraît que certaines personnes ne savent pas qu'elles sont mortes. Il paraît que ça arrive. Ça, on se demande si ça se trouve, on est tous morts. Giscard, je vous le disais tout à l'heure. Oui, Jospin. Il paraît que ça arrive. Il y en a beaucoup. Citation de M. Borin, qui a dit « Les gens sobres sont la réincarnation des chameaux, alors que les alcooliques sont la réincarnation des éponges de mer. » C'est Alphonse Allais. Alphonse Allais. Non, alors c'est quelqu'un que certains d'entre nous ont connu, qui a disparu bien après Alphonse Allais. Francis Blanche. Non, mais enfin c'était Pierre Dac. un rigolo qui Jean-Yann. buvait pas mal. Professeur Choron. Fernand Reynaud. C'était le professeur Choron. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
professeur, connu. pas de médecine. Hein. Ah oui, je connais. On a connu le Harakiri. professeur. Ah oui, oui. Et la deuxième citation, envoyée par Madame Petite-Bayeux, qui a dit « Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort. Sans ça, que saurait-on de la vie ?» Bah oui, ça peut être Alphonse Allais. Ça pourrait être Pierre Dac. Non, mais... Jules Renard. Alors, contemporain. Allez. Eh ben oui, c'est j'avais Alphonse dit Allais. Bonne réponse collégiale. Allez. Est-ce que certains de vos patients ont fait de belles rencontres? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Jésus? Alors, ça dépend. Bouddha? Oui, il peut y avoir tout. Oui. Ça dépend, si vous voulez, de ce que vous avez vécu avant. Eugène. Il est sûr qu'un musulman va rencontrer Mohamed, Oui. un catholique Oui. va rencontrer Marie ou Jésus. Bon, bah, si ça recommence, c'est pour la peine d'aller là-bas. Voilà. Franchement. Et par contre, des enfants vivent aussi l'expérience. Et un enfant dit, par exemple, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai vu un être de lumière. Ah, ils ont des néons là-bas aussi. Ça, c'est clair. Ah, d'accord. C'est autre chose que la lumière, elle est bien plus puissant que ça. C'est pas les spéléologues? C'est la petite lumière au bout du tunnel. Oui, oui. Et ça, c'est Oui. chez le charbonnier. Oui. Comment vous expliquez que ces gens considérables et disparus depuis longtemps sont accessibles aujourd'hui? Parce que bon, Bouddha, il doit être débordé quand même. Mais vous savez, moi, je sais, j'ai pas la solution. Non. Je suis là, je suis à l'écoute. Donc, j'écoute des témoignages. Je n'ai pas, je dirais, l'outrecuidance de dire, voilà, ça fonctionne comme ça et comme ça, ne vous inquiétez pas. Sinon, je serais un gourou. Et puis, un chef de secte ou que sais-je. Et on m'interdirait très rapidement l'exercice de la médecine, d'ailleurs. Mais la Vierge Marie, elle est aussi dans le circuit? Oui. Ah oui. Il y a les apparitions mariales dans la lumière. Il y a les apparitions de Jésus. Enfin, on voit bien que c'est quelque chose qui représente un amour inconditionnel. Et Qui n'a rien Jésus, à voir on le avec, représente physiquement, oui. par exemple. Il est décrit. Ils sont tout à fait représentés et ils sont tout à fait reconnaissables pour les gens qui vivent l'expérience. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne par un authentique professeur de médecine, c'est Bernard Debré. Bonjour Bernard Debré. Bonjour Philippe Bouvard, vous allez bien? Ben écoutez, bien, mais je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. D'abord de prendre de vos nouvelles, car vous savez qu'on vous aime bien, et ensuite de vous soumettre cette dépêche que j'ai sous les yeux et qui dit que une brave femme a porté plainte parce que après une opération, elle a souffert pendant 26 ans jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que on avait retrouvé, égaré par mégarde, avant de la recoudre, un préservatif. Alors, c'est tout le problème des corpus alienum, hein? Oui, les corpus alienum, qu'on appelait aussi des boussacums, parce que c'était souvent des compresses. Alors maintenant, ça n'arrive plus pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous sommes en restriction budgétaire et que les pinces, les ciseaux sont comptés. Il y a une checklist, non? Il y a une checklist, bien entendu. Mais autant il y a quelques années, on avait beaucoup d'argent, donc on pouvait se permettre d'égarer quelques instruments. Mais maintenant, c'est terminé. Nous sommes comptables. Et on nous dit, à la fin de l'intervention, rendez-nous les instruments. Oui, alors parfois c'est une compresse. Alors une compresse, ça ne sert pas plusieurs fois. Et voilà le problème des compresses. Elles ne sont pas réutilisables. Mais elles sont néanmoins comptées. Et avant l'intervention, l'infirmière, elle chirurgien compte les compresses, les champs opératoires. Et il faut qu'on retrouve bien. Et vous savez, de temps en temps, pour agacer un peu les infirmières, on planque une compresse. Et alors l'infirmière cherche. Et elle dit, mais monsieur, j'en ai que 9 et il y en avait 10. Elle se baisse. Et on lui dit, mais attendez, c'est pas possible, regardez. Et elle cherche pendant 5 minutes et on l'avait planqué sous les champs. C'est pas très gentil de notre part. Cela dit, c'est vrai que ça peut arriver, mais exceptionnellement. Enfin, ce sont souvent des petits objets, c'est rarement un parapluie, hein? Rarement un parapluie, quoique on se serve du parapluie après pour se défausser. Vous savez, on ouvre le parapluie en disant c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Et l'hypothèse du préservatif vous semble sérieuse? Ah oui. Mais je voudrais savoir comment il l'a utilisé.
a-t-il été utilisé auparavant? Oui, est-ce qu'il est dans l'emballage, c'est ça? Ou est-ce qu'il est dans l'emballage et qu'est-ce qu'il vient faire avec un préservatif? Oui. Alors, est-ce que c'était... c'est l'ex-Durex. Est-ce qu'il y a eu une Centauri dans le bloc opératoire? Voilà. Est-ce que c'était l'infirmière qui a sorti le préservatif pour éviter d'être contaminée? Je ne sais pas. Mais il est rare qu'on utilise des préservatifs dans mon service. Alors, dans ce cas-là, évidemment, l'opéré est fondé à réclamer une réparation, hein? Bah oui, s'il n'a rien éprouvé pendant surtout l'utilisation 26 ans, hein. Préservatif. 26 ans de préservatif. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'elle était stérile et que finalement c'était à cause du préservatif. Oui. Non, puis il était totalement démodé parce qu'on fait quand même des choses qui sont plus saillantes plus maintenant. Avec modernes. des goûts différents. Avec des goûts différents. Voilà. Merci Bernard Debré, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Docteur Charbonnier, alors une dépêche là qui paraît vous donner raison et apporter un peu d'eau à votre moulin. Un automobiliste décédé en 2008 et dont le véhicule a été retiré de la circulation a été verbalisé pour excès de vitesse à 5 reprises début janvier dernier. Alors, est-ce que Il avait volé sa caisse. il avait retrouvé sa voiture Sa et plaque minéralogique. il pensait qu'il était au-dessus des lois, ce qui est un peu vrai, hein? Oui, là, c'est possible qu'il y ait une explication tout à fait rationnelle à ça. Oui, je pense. Qui sera une erreur de l'administration Oui, plutôt. oui, hein. oui. Ouais. Dans certaines communes, on fait voter les morts, vous savez. Une histoire drôle et pas macabre, vous allez voir, est racontée par Thierry Roland. C'est un patron qui s'adresse à son employé. Dites-moi, Fernand, est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Oui, bien sûr, patron. Alors tout va bien. Hier, vous avez quitté le boulot vers 14h pour aller à l'enterrement de votre grand-mère. Eh bien, elle est passée vers 16h pour vous donner un petit bonjour. Quelles expériences de transcommunication avez-vous personnellement vécues, en dehors de celles avec votre père? Moi, j'ai vécu des expériences avec le père Brune, qui est le précurseur en France de ce moyen de communication étrange. Il y avait d'ailleurs aussi Jean-Claude Carton, qui est un animateur de radio, que vous avez vu tout à l'heure en coulisses. Et on a été complètement, je dirais, époustouflés par les résultats, parce qu'on posait des questions et on avait des réponses en écoutant. Des réponses très précises aux questions très précises. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout un adepte du paranormal. Un petit peu, quand même. Non, je le suis devenu par la force des choses, je dirais, parce que quand on vit des expériences comme ça, des après-midi comme ça, on n'a pas d'explication rationnelle à donner. C'est du domaine de l'irrationnel. Quand on est réceptif à ce genre de choses, forcément, on y croit beaucoup plus. Si on n'est pas du tout hermétique complètement. Oui. Mais vous savez, moi, avant cette expérience que j'ai eue, là, je disais en introduction, j'étais une caricature de médecin. J'étais formaté par les années universitaires, j'étais sûr que tout ça, c'était la connerie, la foutaise, etc. Je n'aurais jamais pu croire ce que je crois en ce moment-là. On peut être transformé en quelques secondes par une expérience comme ça. Ça peut vous arriver à n'importe qui. Vous parlez pas de malheur, ça va pas, non? Non, mais une expérience transcendante, ça ne veut pas dire une expérience de mort. Ça veut dire une expérience qui vous fait comprendre que la vie continue après la mort. Et là, vous êtes transformé, je vous assure, mais en bien. Oui, nous, on peut pas être transformé en mal, là, ce serait vraiment inhumain. Je dis ça parce que on est vraiment après dans une espèce de sérénité, quoi. Et puis on est un légume, quoi. Les petites valeurs matérielles de la vie, c'est rien du tout. On n'a plus envie de niquer, rien du tout. Rien. Mais ça, c'est pas une petite valeur. C'est une grande. Mais si on a envie de niquer. Vous savez qu'on appelle ça la petite mort. Posez vraiment votre question. Est-ce qu'il y a une vie sexuelle dans l'au-delà? Voilà, c'est ça. Oui. Mais chacun a son paradis. Pironi, il aura un énorme bar avec un bordel, ça sera terrible. Je vous remercie, docteur. Merci. Voilà qui me rassure. T'auras des filles faciles, pas fières et pas chères. Voilà. Il va plus regarder en traversant la rue. Est-ce que vous imaginez des SK dans l'au-delà? Il sera chez Pironi. On l'appellera Gigi la Saumure. Vous nous parlez de ça un peu comme les gens qui croient aux extraterrestres, qui viennent vous dire que ça existe, il n'y a pas Attendez, nous avions eu, il y a des années, la visite d'un nommé Claude Vorillon, qui s'est fait ensuite appeler Raël, et qui nous avait déjà dit
qu'il avait passé le week-end, avec les mêmes d'ailleurs, ils étaient disponibles déjà, il y avait Bouddha, il y avait Jésus-Christ et il y avait la Vierge Marie. Ils avaient passé un très bon week-end. Avant que j'arrive à ce stade-là quand même. Ah bah écoutez, c'est exactement le même genre de propos, docteur. Hein, non, exactement. pas tout à fait. Parce que moi je ne dis pas ça se passe comme ça et comme ça. Je dis voilà ce que j'ai vécu, voilà quelles sont mes expériences et j'essaye de les faire partager. Bon, après chacun a ses croyances, ses convictions, etc. C'est la TCI alors ça. Transcommunication instrumentale, oui. Oui. Voilà. Mais comment on reconnaît la vraie de la fausse? Comment on reconnaît un vrai médium d'un charlatan? Je crois que malheureusement, c'est très difficile de savoir à qui on a affaire. C'est très difficile de savoir s'il y a un trucage. C'est très difficile. Si vous le retournez qui a marqué Made in Taiwan, c'est un faux. La meilleure façon de le savoir, c'est de participer soi-même à une séance. Oui. Je crois que si on l'a pas vécu soi-même, eh ben, on a de bonnes raisons de croire que tout ça, c'est au départ, du domaine vous ne croyez du pas charlatanisme. Quand vous êtes allé la première fois, pas du tout. Les médiums, je disais, mais c'est du fumisterie, vaste fumisterie. La TCI, je disais, ça c'est encore plus de la fumisterie. Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? L'euthanasie, c'est un problème de société grave. C'est la prise en charge de la mort. Et il faut savoir qu'en France, on est quand même assez démunis, nous, les réanimateurs. On a la possibilité, donc, de faire ce qu'on appelle du non-acharnement thérapeutique, c'est-à-dire de ne pas poursuivre au-delà du raisonnable une vie en prodiguant des soins qui vont soigner la maladie. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a décidé qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il ne fallait pas faire d'acharnement thérapeutique, on allait arrêter un traitement antibiotique pour laisser mourir quelqu'un de septicémie, on allait arrêter une hydratation pour laisser mourir quelqu'un de déshydratation. Ça risque pas de marier, mais... Ou on allait donner des drogues, de la morphine, à des doses telles qu'elles peuvent entraîner la mort. Voilà ce qu'on est. Guitry disait, il y a des années, on parlait déjà de ça, que l'euthanasie, c'était une idée de soignants fatigués ou d'héritiers impatients. Il peut y avoir ça aussi. C'est pour ça, c'est toute la difficulté du médecin. Ça doit être une décision consensuelle. Mais par exemple, vous n'avez pas le droit de pousser une seringue qui aboutit au même résultat. Si vous faites ça, vous risquez 30 ans de prison pour homicide volontaire. Et moi, j'ai eu dans mon service une malheureuse femme qui me dit « Mais c'est terrible, maman, vous lui donnez de la morphine jusqu'à ce qu'elle meure. » Mais vous savez très bien qu'elle va mourir, docteur. Ben oui, j'ai dit oui, mais on lui donne de la morphine, on ne peut pas faire activement pousser la seringue. Mais il me dit, mais dans ces conditions, il vaut mieux être un chien. On est beaucoup plus humain avec un chien. Et ça fait mal, ce genre de réflexion, parce que ça déshumanise la mort, cette façon de voir les choses. Alors, ça figure dans le programme d'un candidat à la présidence de la République, hein, l'euthanasie. Et d'ailleurs, je fais un travail donc avec Annie Babu, qui est donc une infirmière qui travaille de l'association ADMD, Droit de mourir dans la dignité, où on fait un ouvrage collectif, donc en mettant en parallèle à la fois les expériences de mort provisoire et les soins palliatifs et l'euthanasie. Parce que ça a une valeur curative quand même. Dans les soins palliatifs, ces gens qui ont vécu l'expérience de mort provisoire, ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Et c'est quand même assez encourageant, je dirais, pour passer le cap, de se dire que oui, peut-être il y a cet espoir de vie qui continue après la mort. Donc ça a une action thérapeutique sur le moral des gens qui sont en fin de vie. Et je crois qu'il y a un bon rapprochement à faire entre ces expériences de mort provisoire et les soins palliatifs et aussi le problème de l'euthanasie. Vous connaissez Marthe Mercadier, qui est une comédienne qui n'est plus toute jeune, mais qui est encore extrêmement vive et qui n'arrête pas de travailler. Eh bien, nous avions recueilli d'elle le souvenir, alors un peu différent, mais quand même, d'une expérience de spiritisme. C'est un jeune banquier, très sûr de lui, très top niveau, qui n'y croyait pas du tout. Bon, très bien, pourquoi pas. Nous avons fait donc notre expérience. On était un petit peu remonté contre lui et on a été, je dois dire, on était assez costaud. On lui avait dit que le guéridon se déplaçait et allait vers une personne qu'il choisissait et tout. Donc, le guéridon a commencé à suivre cet homme qui s'est déplacé avec toujours sa superbe. Ensuite, il a été au bout de la pièce, le guéridon l'a suivi. Il est monté sur le canapé, le guéridon a sauté devant le canapé, comme ça, mais sans arrêt.
Et il a commencé à hurler en disant « Ne me provoquez pas, j'ai menti toute ma vie, j'ai menti, je ne suis pas du tout nage. » Il a commencé à déballer, mais on était affolés, tellement la peur, il a fallu calmer le guéridon, soigner le banquier. Moi, j'ai commencé à prendre du recul parce que ça devenait dantesque. C'est terrible, les confessions des drogués. Mais pourquoi c'est toujours le guéridon du salon et jamais la table de la cuisine? Ah, c'est quand même plus léger, hein. Et alors, l'esprit n'est pas capable de soulever une table de cuisine? Le formica, c'est ça plus doit léger être que quand le même, bois. ça doit être quand même une contrainte vibratoire. Il y a des c'est pianos qui extraordinaire. se déplacent. Hein. Oui, il y a des Si, trucs. si, moi, je connais quelqu'un qui Yann faisait Yarville, des vous expériences. Non, mais j'étais pas là, La hein, forcément. télékinésie. Un piano qui a monté l'escalier. Monter l'escalier. C'est des ménageurs bretons. Oui, hein. oui, Ouais, c'est ça, oui. Non, mais il y a des Oui. phénomènes. Vous n'y croyez Moi, j'ai pas. vu un mais- saxophone, il prenait l'ascenseur. Ah bah oui. Des choses qui se... Moi, j'y crois, parce que je suis Moi, très j'ai connu un intelligent, accordéon donc qui était plié en 4. Ah ouais, non, aussi. Alors, Un bon, accordéon bah, qui se- c'est la table qui est le principal support. Mais pourquoi la table? Pourquoi Des chaises aussi, non? Parce qu'il semblerait que donc au niveau énergétique, ça soit beaucoup plus facile de faire bouger quelque chose qui est en équilibre plus ou moins stable. Il faut qu'il y ait 3 pieds. Oui, il faut qu'il y ait les que- 3 pieds. que 3 pieds. Hein. quelque chose qui est beaucoup Oui. plus Ah oui. lourd et quatre, équilibré. Un trépied. 3 Un pieds, trépied. trépied. Alors qu'un charcutier tripied, ça Oui, marche c'est pas pareil. Ah, c'est ça, il faut qu'elle ait... Aussi, moi j'en ai un, sa femme l'a fait tourner en bourrique. Ah ouais. faut qu'elle ait 3 pieds, hein, pas plus. Question de Madame Cassagne. En médecine, qu'appelle-t-on une fausse route? Ah, une fausse route, c'est Ah, quand c'est la donc digestion. on avale de C'est qu'on avale, travers oui. et ça passe dans la trachée au lieu de passer dans l'œsophage. Ça, Ce qui d'ailleurs, chez les vétérinaires, a une toute autre signification. Ah bon? En s'agissant des étalons. Mais ça, oui. je vous en parlerai un autre C'est jour. quand il se Ah trompe bah oui, oui, ça nous intéressera bien. de machin, oui, oui. Ah, quand il se trompe de trucs. D'endroit. Oh bah oui, on fera une spéciale avec ça. Oui, c'est vrai. Spéciale fausse route. Ah oui, ça va être bien. Question de Monsieur Morin. Ça va être- Qu'appelle-t-on le météorisme? Oh bah c'est C'est pété. quand on a des ballonnements. C'est pété, sans arrêt. Oui, oui, on est ballonné. On est ballonné. Oui, oui, on a des gaz. Voilà. Là, ils sont incollables là-dessus. Ah oui, ah bah ça, oui. C'est dû à la bière météore. Oui, c'est ça. Dès qu'on approche du chou-fleur, de l'artichaut, C'est pas qu'on soit incollable là-dessus, mais c'est connu quand même. Si on s'intéresse un peu au sujet. Puis météore, c'était une bonne bière. Il faut se méfier du pain de maçon, parce que le torchis colle au caleçon. Ça, Qu'est-ce c'est un que beau, tu, c'est un qu'est-ce beau que tu vas proverbe. les amuser là-haut alors Mais Jean-Jacques Perroni, retraité du gaz de France. ce sont des maximes qui te donnent une conduite dans la vie. Exactement. Dernière citation envoyée par Madame Romer, qui a dit « J'ai toujours pensé que tant que l'homme serait mortel, il ne serait jamais décontracté. » Oh, c'est joli ça. C'est beau, c'est mort ça. C'est français. C'est pas mort. Ah, c'est pas mort, c'est Ah, toujours oui. un C'est peu... une femme. C'est français. C'est un homme. Ah oui, bah, C'est Un homme français, un homme pas c'est mort. français. C'est français pas mort. C'est pas français. Ah, c'est pas français. C'est pas C'est français. américain. C'est Woody Allen ou quelque C'est chose comme Woody ça. Allen. Voilà, oui, oui. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Oui, racontez, Philippe Chevalier, la belle histoire de Madame Durand de Reims. C'est un malade qui s'est fait greffer 2 oreilles. Il va voir le docteur quelques semaines plus tard. Le docteur lui dit « Alors, tout va bien ?» Le patient lui répond « Oh oui, oui, tout va bien. Je voudrais simplement vous demander quelque chose. Est-ce qu'on ne m'aurait pas, par hasard, greffé des oreilles de femme ?» Le docteur répond étonné « Si, mais comment le savez-vous ?» Oh bah, le patient répond « Vous savez, j'entends tout, mais je ne comprends rien. » Pardon pour le côté machiste. Eh bien, permettez-moi, cher docteur Charbonnier, de vous remettre votre certificat d'aptitude à la plaisanterie que vous accrocherez à côté de votre diplôme de médecin. beaucoup. Enfin, c'est le vœu que Oui, nous espérons. Et puis, merci d'être venu parler de ce livre qui s'intitule « Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà ». Et je suppose que le prochain livre pour lequel on ne manquera pas de vous inviter en recensera beaucoup plus. Merci, bravo, à demain.